Alors, Florence Hartmann, je t'invite à venir. Donc, Madame Hartmann a un super parcours de journaliste de terrain. Et puis, ensuite, eh bien, tu as travaillé pour le monde. Hein, Et puis, ensuite, surtout, elle a travaillé avec notre compatriote, Mme Carla Leconte, au tribunal, à La Haye, d'ailleurs avec l'ambassadeur Roux. C'est rigolo que tu es là. Alors, Jean, je te laisse la parole. Merci. Chez le procureur, donc je n'avais pas besoin d'être neutre. Le procureur accuse. Parce que c'était super intéressant. Moi, j'avais envie de prendre le contre-pied de ce qui était énoncé général, mais en étant entré dans... Et je souscris à tout ce qui a été dit, mais j'avais envie de parler d'autres situations qui étaient différentes. Et merci pour la question journalistique sur dommage pour le dommage collatéral, mais l'info était plus importante. Moi, mon expérience, c'est journaliste les Balkans. J'ai fait de la communication aussi, mais j'appelle pas ça de la communication. D'ailleurs, j'ai enseigné une fois, j'ai cassé tous les codes de l'enseignement parce que j'étais porte-parole du procureur sur un sujet que je connaissais, l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Donc, le procureur accuse les tortionnaires, enfin les bourreaux, et défend les victimes. Donc il fallait quand même connaître son sujet. Il y avait un parti pris. J'avais pas l'impression de faire de la communication. Je suis incapable de vendre un aspirateur et même et même des choses que je devrais savoir faire que je sais pas faire. Donc ça n'est pas nécessairement savoir vendre quelque chose. Il faut vraiment croire, être convaincu ou travailler, connaître son sujet. Mon expérience avec les humanitaires, ça a été une expérience qui est de collaboration, pas voulu, mais on était face, donc c'était les Balkans, le début des années 90, une médiatisation qui, parce que c'était un conflit en Europe, parce que c'était le début des chaînes d'infos en continu, il y en avait qu'une, hein, à l'époque c'était CNN, donc les chaînes d'infos normales faisaient un peu plus quand même sur l'étranger, et c'est un conflit qui a fait un peu la une, enfin la une du 20h, assez longtemps quand même. Donc il y a eu une relation directe entre l'information, soit via le travail des humanitaires, soit des journalistes avec l'opinion publique. Il y a une communication directe entre les observateurs, les témoins sur place, qu'ils soient journalistes ou humanitaires, et l'opinion publique. Donc cette expérience était une collaboration parce que comme on était dans un contexte où il y avait plutôt une volonté de minimiser de la part des gouvernements européens parce qu'il n'y avait pas de réponse naturelle ou commune des politiques, donc ils minimisaient, ou parce qu'il y avait une méconnaissance historique, etc. Donc au début on connaissait pas. Moi, ce que je disais récemment, quand la guerre a éclaté, même mon journal qui était Le Monde, qui est un journal habitué aux questions internationales, disait non, il n'y a pas la guerre. La guerre en Europe, c'est pas possible, parce que juste entre parenthèses, il y a déjà eu une guerre en Europe depuis 89, avant l'Ukraine. Et l'Ukraine n'a pas commencé en 22, donc souvent on oublie les chronologies. Et donc c'était assez difficile. Il nous fallait, c'était pas un besoin d'image pour choquer les consciences, etc., mais il fallait nous-mêmes d'abord comprendre qu'est-ce qu'était une guerre en Europe alors qu'il n'y avait plus de guerre. Donc c'était quoi l'intensité? Est-ce que c'était le début des checkpoints, etc., des déplacements de population, ou est-ce que ça allait crescendo et qu'on aurait ce qui est une guerre comme dans les livres d'histoire ou nos manuels scolaires? Ça, on ne le savait pas, parce que a priori, on avait tendance à dire oui, il y a une guerre, il y a des morts,
Là-bas, ils veulent pas croire que c'est une guerre, ils veulent même pas qu'on utilise le terme, et les cadavres, ils considèrent que le jour où ils ont accepté que le terme guerre puisse être utilisé, le terme qui est des cadavres, ça n'allait pas. Donc il a fallu retravailler les cerveaux qui n'étaient plus prêts à ce genre de situation sur le territoire européen, parce que des guerres, il y en avait, même sur le territoire européen, puisqu'il y avait, il y a eu l'Irlande qu'on oublie aussi souvent. Donc pour rendre ce qui se passait sur le terrain, dépasser les propagandes, donc d'un côté comme de l'autre, il fallait pouvoir raconter. Sauf que les humanitaires et les journalistes n'étaient pas nécessairement au même endroit. Donc on avait besoin de se passer des infos. Le besoin n'était pas déterminé, on n'a pas réfléchi, c'est face à des situations d'urgence, on s'est retrouvé dans ce genre de situation. Un journaliste qui est bloqué ou qui voit des personnes déplacées quelque part, s'il croise des humanitaires, même les affaires civiles, comme on les appelait, de l'ONU, on allait les voir pour vérifier, pour obtenir des vérifications ou signaler, et un charnier là, il a dû déplacer là. Médecins sans frontières étaient dans les enclaves en Bosnie, des infirmières. MSF nous a pas donné, moi je les ai eus a posteriori rapidement, mais a posteriori le carnet des événements, le journal, pardon, des événements juste avant la chute de Srebrenica, puisqu'il y avait des infirmières de Médecins sans frontières à l'intérieur de l'hôpital, d'une enclave qui était attaquée, qui allait tomber, ce qui est important. L'information n'a pas été communiquée parce que c'est une question de sécurité. Et l'information, parfois, même un scoop peut être retenu 48 heures, ça évite les dommages collatéraux, mais l'information doit quand même sortir. Donc on a eu, moi j'ai eu des témoins qui étaient sortis de lieux de détention secrets, qui connaissaient bien la région en Bosnie, qui me disaient j'ai été détenu dans telle et telle et telle prison. Il y avait une personne qui était de la Croix-Rouge dans la vie avant la guerre et qui connaissait exactement tous les endroits où il avait été détenu, donc il m'avait fait la liste. Lorsque j'ai tapé à la porte du CICR au bureau de Belgrade, c'est tout juste, ils ont pris un crayon pour écrire les noms, les lieux, parce qu'ils voulaient pas se mouiller. Donc, quelles sont les dérives qui sont possibles, qui sont évoquées dans l'intitulé de la conférence, en fait, les effets pervers par rapport à l'éthique, etc. Alors, les exemples que Nago a donnés sont là, mais il y a d'autres exemples. La question qui se posait, c'est puisqu'il n'y a pas de réaction par rapport à une crise humanitaire, une guerre en Europe ou ailleurs, moi je donne l'exemple que je connais, on est bien obligé de communiquer avec l'opinion publique, et c'est le rôle d'abord d'un journaliste d'informer. Et il y a eu cette question qui s'est posée, est-ce que c'est quoi l'objectivité journalistique, et est née cette formule, vous en avez peut-être entendu parler, c'est plutôt en anglais, le journaliste d'attachement ou de détachement. C'est-à-dire que par rapport à des situations, on peut pas. L'objectivité peut être un autre travers si on n'en comprend pas le sens profond. L'objectivité, c'est mettre le bourreau et la victime sur le même plan, sans donner les éléments de compréhension, parce qu'on peut pas à chaque fois, dans chaque article, surtout de nos jours, c'est tellement compté. Au millimètre près, on peut pas mettre le contexte et toute déclaration des officiels ou la version d'une partie ou de l'autre est connotée et a besoin de sous-titres
parce qu'il faut décortiquer la propagande. Dans toute guerre, il y a de la propagande d'abord. Ou est-ce que l'objectivité, c'est celle de la justice? C'est-à-dire que on peut pas, la justice ne met pas le bourreau et la victime sur le même plan. Donc, ce qui est important, et pour les humanitaires et pour les journalistes, et les uns et les autres peuvent s'aider, c'est de bien nommer les choses, pour ne pas ajouter au malheur. Donc c'est la phrase de Camus à l'envers. Et bien nommer les choses, ça permet justement de sortir du côté j'ai choisi un camp, etc. Et les nommer, c'est de décrire ce qu'on voit. Et on n'a pas toujours les termes. Nous, journalistes, au début des années 90, les conventions de Genève, on les a oubliées. Ça ne s'enseignait pas dans les écoles de journalisme. Il n'y avait pas de guerre en Europe, donc on ne les connaissait plus. Et aujourd'hui, on a une autre préparation. Mais savoir mettre des mots sur ce qu'on voit, c'est la manière sans faire de concessions. Donc, il y a des termes qui ont été créés à ce moment-là, parce que nous n'étions pas ni les humanitaires ni les journalistes des juges. Donc, il y a des termes valises qui sont critiqués aujourd'hui, mais qui avaient l'avantage, qui sont pas parfaits, mais qui avaient l'avantage de pas préjuger de qualificatifs qui seraient d'ordre juridique et qui ne relèvent pas de nos compétences. Donc on appelait en ex-Yougoslavie la purification ethnique. Ça préjuge pas si c'est un crime contre l'humanité, un génocide ou autre chose. C'était une bonne solution, même si le terme a été décrié. Il a été formé par rapport à un terme utilisé par les principaux nettoyeurs ethniques. Puisque c'est un dérivé d'une formule militaire, nettoyer le terrain. Alors on nettoie le terrain pour enlever les mines ou les pièges, mais on nettoie le terrain pour enlever les populations aussi. Et c'est là-dessus qu'on a créé un lien avec une population qui a ressenti l'émotion, etc. Mais cette émotion, ça a permis aux gens aussi de comprendre. Donc à chaud, on ne peut pas toujours travailler sur la compréhension. On peut pas aller toujours au fond des choses, mais petit à petit aussi, en nommant et en décrivant ce qu'on voit, on avance. Alors, ma plus grande frustration, c'est sur l'incapacité d'aller plus au fond de la compréhension. C'était pas l'objectivité, c'était une terminologie qui était imposée de l'extérieur, pas depuis le terrain, pas suite à une réflexion, des termes comme définitif, comme conflit interethnique, haine ancestrale, guerre civile, etc., qui sont pour moi des termes extrêmement dangereux, qui nécessitent un certain moment de réflexion, un peu de recul. Il faudrait trouver des termes beaucoup plus neutres. Parce que si vous dites guerre civile, ça veut dire que c'est des gens qui s'entretuent comme ça. Et on en oublie éventuellement le rôle de la politique derrière un conflit. Je sais que dans les Balkans, quand le conflit a commencé, il y aura pas une partie de la population était persuadée qu'il n'y aurait pas la guerre, parce que pour faire la guerre, il faut être deux. C'était d'ailleurs un terme qui était régulièrement utilisé par ceux qui étaient en train de préparer, de déclencher le conflit. Et comme les populations, je sais pas, c'est pas nécessairement valable pour les dirigeants de l'autre côté, disons peu importe quel côté d'ailleurs, les populations disaient ben non, nous on veut pas la guerre, donc il y aura pas la guerre. Non, ça fonctionne pas comme ça. Il suffit d'un seul côté et même d'une minorité au sein d'une société pour que la guerre puisse se déclencher. Donc, je pense que je ne crois pas à un conflit qui éclate. Surtout de nos jours, mais enfin, il faut rien exclure. Mais je pense que c'est très important de rechercher la dynamique et donc d'étudier les situations avant que le conflit existe. L'humanitaire, il peut pas venir avant la crise humanitaire, mais le journaliste peut venir avant.
Autrefois, les journaux avaient un suivi régulier. Le Monde, par exemple, avait au moins une fois tous les 6 mois, sur un pays dont on parlait jamais, un suivi. Alors il y avait quelque chose, on apprenait qu'il y avait eu des élections dans un endroit où... Aujourd'hui, c'est plus possible. On ne traite plus que les sujets de... Enfin, il y a certains médias, si on fait l'effort d'aller chercher, il y a certains médias ou bulletins d'information auxquels on peut accéder sur Internet pour avoir des informations sur n'importe quel pays au monde. Il vaut mieux parler plusieurs langues pour pouvoir y accéder, mais cette information... pour le large public, il y a des parties du monde qui disparaissent, comme l'Atlantide, pendant une certaine période. Et donc, on arrive, quand il y a la crise humanitaire, aussi bien les caméras que ceux qui sont, que les humanitaires, et si on impose des termes, des concepts définitifs qui donnent une impression, on en oublie la dynamique politique qui a pu déclencher le conflit. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce qui est commun. Oui, parce que le titre de mon parti pris sur le sujet, c'était même défi, même galère. si je peux utiliser le terme. Les photos, oui, les photos en Bosnie, les photos, elles ont permis justement de mettre des mots, pas les qualificatifs juridiques, même s'il y en a certains, mais mettre des mots sur ce qui se passait. La photo la plus connue qui a fait la une des magazines anglo-saxons, c'était sur les camps. Et sans cette photo, il n'y aurait pas eu de tribunal international, puisque cette photo aurait dû entraîner, enfin, il y a eu une réflexion à ce que aurait dû, je sais pas ce que je voulais dire. La réflexion était, est-ce qu'il faut intervenir pour stopper ça, intervenir avec des modes d'action plus coercitifs que diplomatiques. Et comme il n'y avait pas de décision et d'unité là-dessus, la réponse a été une feuille de vigne qui était, on va faire un tribunal international. Sauf que la feuille de vigne diplomatique, c'est-à-dire on va rien faire, mais on va leur faire un petit tribunal, grâce à des personnes individuelles qui se sont bougées, voilà, et la communication entre tous les différents observateurs, qui soient journalistes, qui soient humanitaires, qui soient même dans la diplomatie, et surtout chez les juges et les policiers, qui se sont retrouvés au tribunal. Si on a cet instrument-là, faut qu'il marche. Donc, vous n'avez pas fait de budget, vous n'avez pas livré les tables, il n'y a pas d'ordinateur, mais on va quand même travailler. Et c'est comme ça que il y a eu le tribunal pour l'ex-Yougoslavie, le Rwanda et maintenant la CPI. Et aujourd'hui, j'ai encore 5 minutes, non? Je sais pas, j'ai pas regardé. Oui, ok. Oui, bien sûr. Donc, la manière de parler, de faire comprendre au public ce qui se passe, c'est de faire référence justement maintenant on le connaît beaucoup mieux, les gens le comprennent, c'est faire référence aussi au droit international. On n'est pas obligé de le faire avec des termes exclusivement juridiques. Moi, je suis pas juriste, mais je suis capable de lire les lois. J'ai quand même fait 6 ans au TPI et retravaillé sur d'autres choses. Donc, c'est des domaines qu'on peut un petit peu apprendre. Mais à quoi va-t-on s'accrocher, aussi bien les humanitaires que les journalistes, si le droit international n'est plus respecté? Et n'est plus, pas simplement plus respecté, c'est pas nouveau, n'est plus nécessairement la Bible. Et s'il n'y a pas que il est de moins en moins respecté. Si on prend le parcours entre les années 90 où, au fait, il faut absolument s'y référer, et aujourd'hui,
il y a eu des hauts et des bas, des avancées extraordinaires et des reculs monstrueux, aujourd'hui encore. Donc, si tout le monde dit, bah, la proportionnalité, ça n'existe pas, les dommages collatéraux, c'est pas simplement Nago, c'est tout le monde. Je plaisante. Ça pose un vrai problème. Donc, les journalistes et les communicants, si vous communiquez pour l'humanitaire ou pour autre chose, enfin, pas pour des gouvernements, c'est de se plonger là-dedans, parce que pour raconter une histoire, il faut avoir des références. Et les références, c'est pas citer l'officiel d'un côté, de l'autre, même du troisième côté. La presse ne commente jamais. On met une déclaration d'un diplomate ou d'un chef de gouvernement ou d'un président et on n'ose jamais mettre le sous-titre. Attendez, c'est complètement faux ce qu'il raconte. Et en fait, ça serait extrêmement nécessaire. Il n'y a pas de raison d'aller commenter les déclarations des dirigeants étrangers et jamais de son propre pays. Alors que souvent, il y a des aberrations. Pas le commentaire, je n'aime pas cette politique, mais est-ce que c'est factuellement fondé, etc. C'est pas nécessaire tout le temps, mais de temps en temps, il y a des énormités et ces énormités sont nécessaires. Alors pourquoi la méthode a échoué? Mon point de vue, j'ai peut-être tort, justement, il faut débattre, chacun a un peu son expérience et ça a échoué, je pense pas, si on prend les années 90, si on prend des conflits dont on parle jamais. La RDC, c'est absolument hallucinant, parce que ça dure depuis 20 ans, hein, même plus. Hein. Oui, depuis 98 à peu près, ça a commencé. On peut parler de millions. Ouais. Et ça ne fait pas un suivi régulier, une information, et puis dans des formes de... Ça n'a pas abouti parce que l'opinion publique et les humanitaires ne peuvent rien faire s'il n'y a pas de volonté politique. Voilà, c'est tout. Donc est-ce qu'il faut arrêter de montrer des images, non pas pour faire Paris Match, mais pour illustrer ce qui se passe, parce que les gens ne comprennent pas. Il n'y a pas d'image sur la RDC. Est-ce qu'on sait à quoi ressemble une victime en RDC? Donc, quand il n'y a pas d'image, les images, il ne faut pas être contre les images et les témoignages, parce que c'est le seul instrument contre l'impunité. Donc, il ne faut pas les oublier, il ne faut pas les déprécier. C'est ce qu'on retrouve devant les tribunaux. Donc, voilà, n'inversons pas, c'était ma conclusion, je crois que celle-ci, je l'avais écrite, le reste, je ne l'avais pas fait. Ma conclusion, c'était qu'il ne faut pas inverser les responsabilités. Il y a trop d'incompétence, d'indécision et d'aveuglement de nos dirigeants politiques. Et justement, cet aveuglement, cette incompréhension, cette incapacité, non pas de... dans l'intitulé, il y avait approfondir la compréhension, etc. Mais il y en a qui sont payés quand même pour anticiper ce qui se passe dans un terrain. Pourquoi les journalistes n'arrivent pas à convaincre, par exemple, leur rédacteur en chef de les envoyer quelque part parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qu'il faut aller voir. Il faut dissuader quand la dynamique préparatoire au conflit est en œuvre. Et ça, on le fait pas. Alors cette incompétence, cet aveuglement, ça fait combien de morts et combien d'obus et de munitions à fabriquer parce qu'on n'a pas arrêté une guerre avant. Et c'est pas de la faute des humanitaires et des journalistes. Voilà. Quelques questions. Vraiment profiter de la venue de Florence pour ça, qui a ces deux casquettes intéressantes, journaliste de terrain, mais ensuite après avec la procureure. Je pense que, juste pour... je ne vais pas me justifier, c'est pas ça que j'ai... Ce que je critique, moi, c'est la photo au niveau des humanitaires pour la recherche de fonds. C'est pas du tout pour les humanitaires. On est d'accord? On sait très bien que la guerre du Vietnam, il s'est peut-être arrêté à cause de ces petites filles qui couraient devenues une napalm sur la figure. Il y a plein de choses comme ça. Donc, quand je citais la petite à Sanchez, ça c'est odieux. Mais effectivement, les images des camps étaient certainement un tournant aussi. Ça existe. Et c'est bien ce qui a été nié
qu'on n'a pas eu d'image pendant la Deuxième Guerre mondiale, les camps de concentration, c'est ce qui était reproché au CICR d'ailleurs par la communauté juive. Et donc c'est vrai que les gens savaient, on l'a pas dit, et je suis d'accord. Et moi, ce que je retire de ce que tu dis, c'est que rien n'a pu être fait sans les politiques. Si les politiques ne prennent pas, si les gouvernements, si les pouvoirs politiques ne prennent pas les décisions, ni les journalistes, ni les humanitaires, un pouvoir qu'on leur donne qui est incommensurable. Et sur le témoignage, je n'ai pas parlé du Rwanda quand même. Ils ont été avertis par le président des médecins de l'époque, par le président des médecins du monde. Ils étaient reçus 2-3 fois à l'Élysée et à Matignon pour dire attention, attention. Le gars est témoigné. C'est après, il y a un massacre. Donc, je crois que je te remercie. On va prendre quelques questions. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais encore rajouter une dérive. Non, pas mais... Entre les confrères, là. Vas-y, Frédéric. Non, j'ai trouvé, Florence, vraiment que ta conclusion, elle était magnifique. Hein. C'est-à-dire que s'il y a l'impunité à part les photos, les images et les témoignages. Donc, tirer sur les messagers, les journalistes, tirer sur le médecin, le docteur, les humanitaires, bien sûr, peut-être ça fait du bien, parce qu'on a l'impression qu'on a trouvé un coupable, mais ça résout de loin pas le problème, hélas. Oui. Et pour donner un élément d'information, vous connaissez tous sur pourquoi, comme tu dis Florence, pourquoi est-ce que les journalistes ne se rendent pas sur place avant que la guerre n'éclate? Pourquoi est-ce que dans le présent, on n'en voit pas aujourd'hui des équipes, je ne sais pas, peut-être en Bosnie par exemple? Pourquoi? Il y a plein de raisons qui ne sont pas toutes à la gloire des médias, mais il y a quand même une raison fondamentale maintenant, c'est le manque de moyens. Comme tu disais, je veux dire, la NZZ, Le Monde, tous les grands journaux avaient des correspondants dans le monde entier qui tiraient la sonnette d'alarme et qui régulièrement arrivaient à passer un article. C'est plus le cas aujourd'hui. Ces réseaux n'existent pas, mais pour des raisons exclusivement financières. Et ça, c'est très grave. Je me permets de me faire mon petit chapitre pour la défense des médias et du service public, parce que, comme l'a dit Florence, à la fin, il faut comprendre, il faut connaître les contextes, et pour ça, il faut aussi des messagers. Merci. Je vais en rajouter, parce que c'est vrai, moi j'ai connu, quand j'étais sur le terrain, des correspondants avec qui on entretenait, on buvait un verre ensemble, on discutait, on comptait des années sur des points, etc. Et c'était intéressant de voir la différence entre le correspondant du Monde, qui était là depuis 2-3 ans, et quand il y avait un événement comme avec ça, les envoyés spéciaux qui arrivaient, qui comprenaient strictement rien, souvent, parce qu'ils étaient là 2-3 jours, et ça avait une dérive que je n'ai pas dénoncée, mais que je n'ai pas dénoncée. Aussi, il faut. On était avec René en économie, et on a vu quelque chose d'horrible. C'était une télévision qui s'appelait La 5, et les mecs étaient là, derrière l'autre, un bon café, là. Ceux qu'on connaît avec un colonie à l'intérieur. Ils disaient, c'est chier, c'est pas Beyrouth ici, il n'y a rien. Ben oui, le massacre qui a eu lieu il y a 3 jours, et finalement, ils n'avaient rien à se mettre sur la vie. En même temps, on était au moment où le mur de Berlin était en train de. Enfin, il y avait toutes sortes de choses. Ils disaient, qu'est-ce qu'on fout là? Et ils ont organisé un clash qui a été payé $500 à des adolescents palestiniens pour jeter des cailloux sur les soldats israéliens. Ah oui, comprenez, pour moi, c'était terrifiant. Et ça, pour moi, on les a insultés. Je vous êtes la honte du journalisme et tout. Ça, j'ai vu qu'une fois, mais je trouve ça extrême. Voilà, juste pour te dire. Non, mais ça existe. Et plus souvent que. Et ce qui est dommage aussi, c'est qu'il y a des endroits qui sont interdits aux journalistes. Oui. Et là, il y en a un en particulier. Gaza, coupé, pas mal de journalistes qui ont été tués. Donc, il y a impossibilité d'informer. Mais il y a des conflits. L'Ukraine, c'était quand même clair depuis 2014, les spécialistes écrivaient, en n'ayant plus accès, parce qu'ils n'avaient plus accès au territoire occupé par les Russes, ou ceux où le drapeau russe était dressé, comme en Géorgie, mais les discours parfois sont suffisamment, l'intention est assumée pleinement par des gouvernements, donc il faut suivre ça, et ça peut être depuis un autre terrain. Merci. Bon, je crois que dans tout conflit,
le contrôle des narratifs devient absolument prépondérant. Chaque armée, chaque gouvernement investit beaucoup, justement, contrôler le narratif. Maintenant, moi, j'ai une question profitant de la présence de la crème du journaliste francophone. Est-ce que par rapport, enfin, et qui ont quand même une certaine expérience, par rapport aux années 90, le sentiment qu'on a, c'est que d'abord une concentration des médias, mais j'ai aussi l'impression qu'il y a moins d'indépendance des médias, qu'il y a une vision que les médias sont beaucoup plus idéologiques que peut-être à l'époque où on présentait les différents points de vue d'une autre manière. Moi, je pense à Neue Zürcher Zeitung, qui était la référence du journalisme en Suisse et dans le monde germanophone, et qui maintenant a pris des positions, on peut dire extrêmement idéologiques, c'est vraiment le bien et le mal, hein, que ce soit dans le conflit du Moyen-Orient ou dans le conflit d'Ukraine et la Russie. Est-ce que vous voyez aussi cette évolution qui s'est produite au cours des 20-30 dernières années? Non, je pense que c'est une évolution réelle et je pense qu'une des raisons, c'est que les médias sont le humble et pathétique reflet du monde. Ouais. Donc, c'est vrai que depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, le monde s'est scindé, le monde est devenu comme une caricature. Enfin, quand on pense aux pays occidentaux, enfin, on désigne le coupable dans le cas de l'Ukraine, dans le cas d'Israël-Gaza, on se tait. Enfin, je veux dire, on est dans une division du monde et presque machiavéliste, j'ai envie de dire, enfin, dans un double standard qui est grotesque. Et comme toujours dans l'histoire de l'humain, il y a peut-être 80% du temps, puis 20% de gens qui cultivent leur indépendance et qui ont envie de continuer à l'être et de continuer à le montrer. C'est pas toujours facile dans un monde comme celui-ci, parce que si vous prenez un pas de côté, peut-être que votre chef va pas être content, peut-être, enfin voilà, il y a plein de raisons pour se taire. Et j'appelle tous les jeunes. Non, c'est pas seulement dans le journalisme. Non, mais c'est vrai. Se regarder dans la glace le matin quand on se Ça coûte une carrière hein, de pas fermer sa gueule. Donc, bon, vous allez m'interviewer sur les lanceurs d'alerte après, donc ça coûte une carrière. Mais faut pas se taire. La structure. Je suis tout à fait d'accord et la structure des comment appelons-on ça, des propriétaires de journaux a changé. De toute façon, il y a la technologie de l'information a changé, donc on a les réseaux sociaux, etc., ce qui est un élément, mais l'économie médiatique a changé. Maintenant, c'est du business, c'est une vitrine, c'est des byproducts, c'est comme l'équipe de foot hein, qui vend le mug à la sortie ou le t-shirt, on vend des conférences. Le Monde vend des conférences. Quand j'ai vu le bâtiment du Monde, et je parle du Monde parce que j'y étais, mais c'est valable pour d'autres journaux et j'ai rien contre le Monde qui est quand même un petit peu au-dessus de la mêlée. Mais quand même, il y a des changements qui se reflètent dans tous les journaux, y compris Le Monde. Quand j'ai vu la taille du bâtiment, je me souviens, nous on déménageait tous les 5 ans ou tous les 3 ans parce que le loyer était trop cher. Et qu'ils avaient fini par acheter un bâtiment justement pour pas être économiquement fragile par rapport aux augmentations qu'ils pouvaient avoir sur les loyers, ça c'était bien, mais qu'après il y a un palais à Bercy. La taille, c'est énorme, il y a plusieurs rédactions, mais la moitié du bâtiment est pour des conférences, pour tout ce qui est payant. C'est pas que Le Monde. De nos jours, même l'information intéressante ou les débats, tout est payant. Autrefois, alors tout est gratuit sur Internet, mais impossible enfin, c'est la jungle et tout individu n'est pas éduqué pour savoir où se trouve une information fiable et parfois elle a l'air d'être fiable, elle ne l'est pas, donc ça demande quand même. C'est comme le mécanicien, il connaît la machine
ce qui n'est pas toujours le cas du conducteur. Donc il faut être extrêmement expérimenté, et c'est pas donné à tout le monde, et il n'y a aucune honte de ne pas le savoir. La hiérarchisation de l'info et tout ça, c'est des choses que vous avez déjà ou que vous allez apprendre. Mais c'est dommage que les débats comme ça soient trop souvent, quand c'est organisé par la presse, ce qui n'est pas le cas quand c'est organisé par des associations ou des libéraux, etc., c'est de plus en plus payant. Liliane? J'aurais une question pour vous par rapport à votre conclusion. Et je me posais la question parce que vous avez évoqué les politiques et je me disais, mais notre responsabilité de citoyen. Parce qu'après tout, les politiques, c'est nous. Je vais rappeler quand même que les politiques, c'est nous qui votons, c'est nous qui allons les élire. Et donc, finalement, il y a derrière aussi tout cela, derrière cette. Vous avez évoqué ce désintérêt, la compétence, etc. Il y a aussi celle du citoyen. Donc celle du lecteur du média, potentiellement, parce que même chose, vous l'avez un tout petit peu évoqué, tout de suite vous l'avez très peu développé, Frédéric, les réseaux sociaux viennent aussi quand même jouer un rôle extrêmement important. Les réseaux sociaux, c'est le citoyen. Donc derrière, je crois qu'il y a aussi peut-être à mettre en avant, enfin ce serait une hypothèse, à mettre en avant la question de la responsabilité de chacun et chacune d'entre nous et de ne pas nous cacher en fait derrière des médias qui ne sont plus, qui sont privatisés de plus en plus, vous l'avez dit, qui sont privatisés de plus en plus, des médias qui sont plus neutres, etc. Non, mais vous avez raison, parce que de toute façon, si l'économie des médias a changé et que c'est devenu un business, c'est en fonction de l'offre et de la demande. Donc, si la demande allait dans une autre direction, les médias iraient peut-être dans une autre direction. Ça, c'est évident. Les réseaux sociaux, ce sont les citoyens et pas les citoyens. C'est un peu plus complexe que ça. Parce que ce sont les citoyens, mais en même temps, on s'arrange pour influencer. On met du sucre comme dans les produits industriels pour les habituer au goût. Donc il y a une interaction, c'est pas que ça. Mais la responsabilité du citoyen, c'est vrai. L'indifférence, là, on a l'exemple d'ailleurs sur quid de l'élection de Trump et du changement de politique éventuellement des États-Unis par rapport à l'Ukraine, entre autres, par rapport à d'autres sujets et d'autres conflits. Il y a la moitié des Américains et il y a à peu près l'équivalent en Europe qui veulent plus en entendre parler parce qu'il y a d'autres priorités pour eux, ce qui est compréhensible. Je veux dire, les autres priorités sont des priorités aussi. Nous, on n'a pas envie on a envie de les englober toutes. On n'a pas envie de sélectionner. Et donc, celle-ci aussi. C'est vrai. Ouais. Peut-être amener un point qui me paraît important dans la discussion qu'on vient d'avoir. Les médias, en tant qu'ensemble, ça n'existe pas. C'est constitué d'un ensemble de pièces très différentes. Il y a déjà les médias qui exercent dans un contexte démocratique et les autres. On les a évoqués tous ensemble, que ce soit les médias dans le conflit israélo-palestinien, en Ukraine, quand on exerce les médias étatiques en temps de guerre, ils n'ont pas les mêmes libertés, n'ont pas les mêmes possibilités que des médias qui viennent de l'étranger. Donc je pense qu'il faut d'une part être très prudent sur la manière dont on désigne. D'autre part, l'histoire des médias nous apprend que toujours ils ont été, depuis la création des médias de masse, soumis à une logique commerciale qui a influencé sur leur fonctionnement, qu'à l'heure actuelle, si on parle de médias démocratiques, et reste à voir quels sont les champs démocratiques dans lesquels ils s'exercent, il y a effectivement une lutte entre les pouvoirs économiques et autres, mais aussi quand même une tension dans le pouvoir politique qui a plutôt tendance désormais à s'attaquer aux médias, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ou 15 ans. Et que donc il faut faire très attention en maniant ces éléments-là, parce qu'on se retrouve à mettre tout le monde dans le même panier, acheter le bébé avec l'eau du bain. Je veux dire, les médias à l'heure actuelle sont aussi dépendants, madame l'évoquait, des citoyens, qui sont appelés en Suisse en particulier à voter pour savoir si on veut leur donner des moyens aux services publics, mais aussi aux médias privés. Enfin, voilà, donc j'aimerais, puisque la JS est co-organisatrice,
qu'on prenne aussi Oui, en compte c'était cette nécessaire. complexité. Et puis, comme mes étudiants sont à la fois étudiants en journalisme et en communication d'intérêt général, dire que cette communication qu'on a problématisée, qu'on a vu naître, qui a créé des problèmes, est aussi une communication qui a porté à la connaissance du plus grand nombre des questions extrêmement importantes qui lui permettent de se situer. Donc on se situe dans une complexité extrême, avec ses avantages et ses inconvénients, mais il ne faudrait pas aller directement dans la direction de tout est à jeter, rien ne va plus et tout est pire qu'avant, parce que je n'en suis pas du tout sûre. Et le dernier élément, puisque Mme Hartmann parlait de contexte de guerre, je veux dire, il y a au niveau des réseaux sociaux et du numérique en général et de la maîtrise du numérique et de la priorité sur le numérique, à l'heure actuelle, quelque chose qui commence à ressembler à une guerre, avec des armées qui sont lancées sur certains territoires numériques, avec des fausses informations qui sont utilisées, on en a vu, une illustration récemment dans l'actualité. Donc, restons, soyons complexes, pour éviter... Non, non, absolument, absolument. Et c'est pas du tout un reproche que je vous fais. Hein, non, 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 mais c'est très bien d'avoir fait cette... Merci à la directrice de l'Académie des journalistes et des médias. C'est en tant que ça que tu t'exprimais aussi. On est là pour discuter, pour voir ce qui ne va pas, pour réfléchir ensemble. Si on dit que tout va bien, ça ne marche pas non plus. Et je suis un défenseur de la presse libre, qui est de moins en moins libre. Et je connais trop de pays, ceux qui ont voyagé, où il n'y a pas de presse libre, où les journalistes sont des porte-parole du gouvernement pour ne pas défendre, mais surtout la diversité de la presse, et pas une presse qui dit tout la même chose. Et c'est ça qui est important, de défendre les journalistes indépendants, le service public, comme tu dis très justement, sur lequel on va adopter des... On va prendre encore deux questions, parce que, un petit peu d'avant, je pense que Gora n'est toujours pas arrivé depuis son train, donc on va prendre une belle pause, mais comme Florence va partir à 16h avant la table ronde, profitez. Monsieur. Moi j'ai une question, vous avez parlé des différentes définitions d'objectivité. Est-ce qu'on devait prendre, est-ce qu'on devait mettre le bourreau et la victime sur le même piédestal? Est-ce qu'on devait respecter le cadre juridique? Dans plus en plus de conflits, c'est extrêmement complexe et on ne sait plus vraiment qui a commencé, il n'y a pas encore eu de décision juridique. Comment est-ce qu'on fait pour rapporter les faits sans vraiment connaître le contexte global? Non, j'ai pris le juridique comme exemple parce que au final, si procès il y a, et ça a posteriori, bien après les conflits, la justice, si elle est équitable, elle différencie le bourreau. Je voulais faire cette référence. Donc pendant, on est seul. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire, le travail du journaliste, c'est pas d'aller photographier simplement la victime ou je sais pas. Il faut regarder le contexte, essayer de comprendre d'abord si c'est vraiment un conflit, une crise humanitaire, il faut aller derrière les apparences. Parce que dans un conflit, tout le monde vous ment. Et puis c'est peut-être pas du premier coup. Alors c'est pareil, il faut parfois plus de temps. Donc l'objectivité, c'est pas. Enfin, à un moment, peut-être qu'en arrivant ou au départ, vous êtes obligé de dire telle partie dit ça, telle autre dit ça, parce que vous êtes incapable de trancher. Et c'est de l'information aussi. Vous mettrez avec. Mais c'est votre travail aussi d'aller au-delà des choses. Puisque si l'objectif c'est d'apporter de la compréhension, il faut bien commencer d'abord à comprendre soi-même et à se méfier au maximum. Mais je répète que théoriquement, si on suit les dynamiques, surtout qu'elles se passent énormément si on suit les dynamiques antérieures au conflit, et c'est là aussi peut-être qu'on peut avoir le plus d'impact sur les politiques, parce que là, il y a peut-être moins de fractures au sein de l'opinion publique si on disait il faut dissuader les conflits avant qu'ils n'éclatent. Après qu'ils éclatent, il y a ceux qui en ont rien à faire et qui veulent surtout pas qu'il y ait le moindre centime pour financer quoi que ce soit. Et puis ceux qui veulent absolument qu'on fasse quelque chose, quelle que soit la méthode, militaire, pas militaire, etc. Dissuader les conflits avant. Quand même, c'est quoi est-ce que ça s'enseigne, dissuader? Il y a les enseignements post-conflit.
Est-ce qu'il y a un enseignement en fac anti-conflit? Jamais vu. Merci. Je crois qu'on va s'arrêter là pour la pause. On va faire la gorge.